Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procès critique, pas tout à fait à chaud, mais allez, on va dire une vingtaine de minutes après ma séance de cinéma, je vais vous parler du nouveau film de Paul Thomas Anderson, sorti ce mercredi en salle, One Battle After Another, ou en version française, Une bataille après l'autre, qui était tout simplement ma plus grosse attente en cette deuxième partie d'année, oui, même devant Avatar 3. Incroyable, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, je plaisante. Au casting, nous retrouvons évidemment dans le rôle principal, et on le voyait sur les bandes annonces, on attendait quand même une grande performance de sa part, Leonardo DiCaprio pour la première fois, avec ce metteur en scène, et à ses côtés, alors nous avons des têtes très connues, telles que Sean Penn, l'antagoniste, Benicio del Toro, un petit peu le master ici, pour rester dans la filmographie de PTA, mais aussi des nouvelles têtes, enfin, des gens moins connus en tout cas, notamment la jeune Chase Infinity, pour sa première apparition au cinéma. C'est intéressant parce que Paul Thomas Anderson, il avait aussi donné des premiers grands rôles, en tout cas, à deux jeunes acteurs dans Licorice Pizza, son précédent. Tiens, elle revient à la marine à peu près au début du film, vite fait. Voilà, et puis on peut citer aussi les présences de Regina Hall, Wood Harris, Tony Goldwyn, tiens, que j'ai reconnu. Il y a même le père de John Locke dans Lost, Kevin Tighe, qui a un rôle assez fuyant, mais qui en dit long. Voilà. Pour un film qui parle de l'Amérique et de la Révolution. Alors, vous n'êtes pas sans savoir peut-être, si vous me suivez sur Letterboxd ou sur X, que j'ai revu ces dernières semaines tous les films de Paul Thomas Anderson. J'en ai fait des petites reviews. Et avec ces relectures diverses et variées, je me suis rendu compte de quelque chose que je savais déjà. C'est peut-être le meilleur metteur en scène américain actuel, contemporain, en activité. Tout simplement. Bon, j'ai toujours ce petit bémol qui s'accentue malheureusement à chaque visionnage sur Licorice Pizza, mais passons. Donc ici, je voulais être emballé, surpris et positivement ravi par ce visionnage, d'un film d'ailleurs qui adapte comme Inherent Vice, mais attention, de façon beaucoup plus distante. Donc c'est basé sur une histoire de Thomas Pynchon, voilà, qui s'appelle Vineland. Mais il n'a retenu, Paul Thomas Anderson, que la relation père-fille, en fait. Après, il a brodé sur, évidemment, ce chaos anthropique de l'Amérique, ce pays qui va mal, ou qui est gouverné par des élites très fascisantes, surtout de nos jours, et en fait, ce film fait très écho à ce qui peut se passer actuellement. Et donc, ces histoires de révolution, de groupes armés, d'extrême gauche, des antifas, forcément, donc, qui ont envie de changer le monde, et de rechercher une forme de liberté face à ce système. Et c'est ceci que l'on voit dès le début, les French 75, où donc c'est un groupe qui essaye de libérer des migrants dans un centre de rétention à la frontière US-Mexique, avec ces constructions qui rappelleraient le potentiel fantasme que le président Trump voulait, c'est-à-dire un mur. Ouais, bah écoute, de toute façon le mur il est malheureusement très très abstrait mais factuel en ce moment dans la fracture de cette société américaine qui est montrée là, donc du côté de ces révolutionnaires qui veulent faire un peu péter les choses. On suit d'ailleurs l'artificier du groupe. Alors je vais Bob Ferguson entre guillemets, on reviendra sur ce point après, qui est très proche de la leader, on peut le dire, qui est appelée ou surnommée, là aussi on sent que ce sont des noms de peut-être d'emprunt, Perfida Beverly Hills. Celle-ci étant très dominatrice dans son idée de révolution d'ailleurs, et en faisant donc ce premier moment de terrorisme révolutionnaire, elle va être confrontée à un méchant colonel, assez nazifiant dans son attitude, même dans sa coupe de cheveux et voilà, sa prestation globale et corporelle, interprétée par Sean Penn. Et il va y avoir une relation particulière qui va se nouer entre les deux, j'en dis pas plus pour l'instant, mais il va surtout s'avérer être la némésis absolue du personnage de Leonardo DiCaprio. On va suivre donc ceci sur plusieurs années. Bon, il y a une ellipse qui va nous mener 16 ans plus tard, où entre-temps, la fille, donc de Bob et Perfida, on va les appeler comme ça, est née, une certaine Willa. Mais là aussi, je mets des guillemets. Et donc, c'est un film qui va nous montrer comment la révolution se transmet ou pas, comment celle-ci évolue ou non, dans un monde qui, lui, ne change pas en 16 ans, de cette Amérique de plus en plus, de toute façon, contrôlée par ce système capitalisto, élitisto, tout ce que vous voulez,
colonisateur de base, et c'est exactement ici ce qui est questionné. Et ainsi, Paul Thomas Anderson poursuit, on va dire, l'œuvre qu'il avait déjà construite au préalable, notamment avec son triptyque There Will Be Blood, The Master et Inherent Vice. C'est presque ici une sorte de quatrième volet qui pousse encore plus loin, qui raccorde un peu temporellement des choses aussi, et qui en dit long sur le présent, et peut-être qui se tourne aussi vers l'avenir, vers le futur, on l'espère, ou pas, enfin ça dépend, hein. Je ferai une zone spoiler pour vous dire cela. Et c'est brillant, voilà, un seul visionnage déjà me fait dire que c'est peut-être là l'un des bijoux de l'année. Le situer dans sa filmographie c'est un peu tôt, il faudra que je le revoie, mais on est quand même dans le haut du panier d'un metteur en scène qui maîtrise tout, de son scénario à donc la mise en forme, et le discours sur le fond, thématiquement, narration, sur le rythme. Nous sommes ici en présence d'une œuvre assez en symbiose avec tous ces genres potentiels. Alors évidemment, il y a le côté révolutionnaire, oui, thriller forcément, un peu parano, voilà, espionageau, on ne sait pas trop, avec le personnage extraordinaire hein, dans l'écriture, mais aussi dans l'interprétation de Leonardo DiCaprio. Il y en a aussi ce côté drame familial, émotionnel, qui va partir très loin, à travers le temps, à travers une recherche, une disparition, des retrouvailles ou non, et surtout des quêtes d'identité pour beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages là-dedans, on ne sait pas trop qui ils sont, ou peut-être eux-mêmes ne savent pas trop qui ils sont. Et ça, c'est un point très important pour bien, on va dire, comprendre la lecture globale de ce film. Nous avons ici des Américains, quel que soit leur camp d'ailleurs, hein, côté antifa révolutionnaire ou extrême droite fasciso-nazi en lien avec le pouvoir, mais plutôt dans l'underground. Il y a des personnages là au milieu, les personnages principaux en tout cas, qui se sentent peut-être un peu paumés en fait. Une forme de perdition dans leur être et donc dans leurs actes. Oui, même le personnage de Sean Penn, il y a quelque chose comme ça que j'ai ressenti. Celui de Leonardo DiCaprio, rien que par son nom, qui n'est pas vraiment son nom, qui est-il, d'où vient-il, où va-t-il? C'est un peu tout ça, là. Et donc, évidemment, avec sa fille qui découvre des choses, elle qui a été élevée un peu à part, cachée pendant 16 ans, c'est particulier, en fait. C'est très très particulier. Et du coup, ça implose, ça explose, visuellement et donc brutalement dans ce qui se passe thématiquement aussi. Paul Thomas Anderson nous donne des moments à couper le souffle. Des grands instants de cinéma qu'on n'avait peut-être plus vus ainsi en salle, comme cela en tout cas pour ma part, enfin, une sorte de grandiloquence sur un thème plutôt américain. Peut-être qu'on n'avait plus vu depuis le fameux Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, même si les films n'ont rien à voir l'un l'autre, il y a eu un déploiement de cinéma, en IMAX en plus, hein, potentiellement, donc, qui va à la fois frapper la rétine, bien sûr, hein, côté formel, les séquences endiablées de poursuites, il y en a une au milieu, je reviendrai après, et puis vers la fin sur une route magistrale. Et ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose en comment c'est créé, avec ces moments de caméra très dans l'urgence, et ça dure, et puis on passe d'un truc à l'autre, et des montages parallèles. Et c'est par rythme, hein. Le film a peut-être comme ça 3 grandes parties, avec l'introduction, ouais, on va dire, 3 grandes parties de l'introduction comprises dans la première partie. Il y a cette transition vers le milieu où ça n'arrête pas. Et on rigole, et on est flippé en même temps, c'est génial. Et puis après, il y a toute cette grande conclusion où on a peur, on flippe pour tout le monde, et alors il y a des choses qui n'ont jamais même été faites. Voilà, cette scène de poursuite, truc de voiture à la fin là, sur cette route, mon Dieu. Voilà, je laisse un petit suspense. Et sur les prestations, mais alors, aussi magistrale direction d'acteur, le côté aussi gestion chorale des personnages qui ont tous quelque chose à dire ou à faire de passionnant et d'important. Ce n'est pas un film choral à la Magnolia, mais on voit quand même la maîtrise d'un Paul Thomas Anderson qui a voulu choraliser certaines histoires, même satellitaires, qui se regroupent parfaitement. Il y a le personnage de Benicio del Toro, qui est splendide. D'ailleurs, lui aussi, il a ce côté... c'est le sensei zen. Hein, il enseigne le karaté et il faut respirer. Et d'ailleurs, c'est un master, mais lui, c'est un bon master. Tiens, reprendre les thèmes aussi de la filmographie de Paul Thomas Anderson, dans Maître-élève, héritage, transmission, et l'Amérique, la construction, le mal américain, la déconstruction, et l'explosion aussi de ce mal-là. Ce personnage de Benicio del Toro, il est génialissime, tout simplement. Mais je pourrais dire ça pour 4 ou 5 ou 6 autres personnages, en fait, si vous voulez. Hein. Celui de Sean Penn, voilà, ça se passe de commentaires, je développerai après.
La mère, c'est très particulier, mais il y a beaucoup de choses à dire sur elle, mais je ne peux pas trop m'exprimer ici avant d'être dans la zone spoiler. Voilà, ça dit quelque chose aussi des conditions, de comment ces gens vivent ou non dans l'Amérique et qu'est-ce qu'ils en font et comment ils luttent. Et d'ailleurs, il y a aussi une idée de convergence de lutte remarquable entre donc ce personnage du Sensei Benicio del Toro, qui s'occupe de clandestins, pas trop de spoilers là-dessus, qui va quand même aider Bob, qui a une autre lutte, mais qui est une lutte liée de toute façon contre le système, puisque c'est lié aussi à cette première scène dans ce camp de rétention malgré tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir en fait. Mais les destins se sont croisés dans une même idée de révolution, dans un endroit où ça sent la révolution. C'est un peu le hotbed de peut-être le soulèvement américain qu'on attend, et c'est quelque part en Californie ou au Nouveau-Mexique, je ne sais pas, près en tout cas de la frontière, avec un mélange des communautés, bien sûr. Parce qu'on a la communauté hispanique, oui, on a la communauté afro-américaine, très importante. D'ailleurs, il y a des références aussi à la culture afro-américaine, avec un morceau de poème slang, Slam Revolution. J'ai plus l'artiste en tête, mais il est hyper connu. Voilà, j'en suis un peu dans tous les sens, donc désolé là si j'ai pas... Mais il y a ceci, d'ailleurs, fait partie du code. Voilà, il y a beaucoup de codes aussi. On n'est pas dans Under the Silver Lake, mais par moments on aurait pu y croire, on n'est pas dans le même côté parano non plus. Et on est dans des personnages qui ont du mal avec les codes. Le personnage de Leonardo DiCaprio, le temps a passé, la révolution semble être un peu loin pour lui, c'est un personnage en décalage absolu, et donc c'est très drôle de le voir évoluer dans l'absence des codes, tout simplement. Et là je rentre dans la zone spoiler, parce que quand même, il y a tant à dire. Il y a tant à dire, et je le dis d'avance, je ne dirai pas tout, parce que je ne vais pas pouvoir, là, comme ça, en impro, mais il y a des choses qui sont exceptionnelles, de toute façon, et sur lesquelles je vais mettre le doigt. Là, ça m'est revenu, d'ailleurs, le monsieur qui faisait cette chanson, là, The Revolution Will Not Be... c'était quoi, d'ailleurs? The Revolution Will Not Be Televised, je crois. Vous l'entendez dans le truc. C'est Gil Scott-Heron. Voilà. Et donc... Spoiler, dès le début, on comprend que la mère ne sera pas là dans le film. Parce qu'il y a cette histoire où elle va avoir ce rapport de domination avec le colonel Arien, on va l'appeler comme ça, là, mais qui ne sert pas à rien dans l'intrigue, où il y a un rapport de haine et d'attirance, mais on voit qu'elle veut tout dominer. Et on sait d'avance ici qu'en tant que révolutionnaire unique, un peu électron libre, elle foire. Elle va foirer. C'est un peu le message d'ailleurs final sur cette lettre-là, j'y reviendrai. Et cette idée est exceptionnelle parce qu'il y a une dualité, une dichotomie. Le film a beaucoup d'ambiguïté, de dichotomie, de dualité, de personnages qui sont paumés, qui ne savent plus trop où aller pour faire ce qu'ils ont à faire et trouver leur place. Elle, sa place, c'est, elle veut être la révolutionnaire comme voilà, elle descend d'une longue lignée, elle veut foncer, 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 et indirectement agir en tant que trop leader dominatrice à faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Avoir cette relation avec ce colonel, c'est terrible, parce qu'il y a une sorte de fantasme, c'est très très glauque quand même ça, et après à un moment il y a un braquage de banque qui tourne mal parce qu'elle va tuer quelqu'un, voilà, un garde de la sécurité, en plus afro-américain, il y a un truc qui est très très cruel dans ce moment-là, et tu comprends en fait que elle s'est laissée totalement emporter par son destin, ce qu'elle croyait être son destin. Ainsi donc, elle va être prise et tout, puis elle va devoir faire la balance et mettre quasiment fin à son groupe, les French 75. Voilà, c'est le nom d'un cocktail, normalement, cocktail qui était dans Casablanca, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est jamais expliqué, mais en tout cas, pourquoi pas. Révolution French, française, peut-être, si vous voulez. Même si les Français ont aidé à la création de l'Amérique, n'oublions pas, Lafayette et tout. Mais voilà, il y a ça, et puis elle va disparaître. Parce qu'elle va être balance, elle va être mise à l'écart, et elle ne reviendra jamais. Et c'est la grande force du film, c'est-à-dire que tu te dis, oh, à tout moment, elle va revenir, mais en fait, non. Et ça, c'est génial, parce que elle n'est pas là, mais elle est là. D'ailleurs, elle est là à travers sa fille, Willa, parce qu'elle en est l'héritière. Et en moment, il y a une scène où on la voit de profil tiré à la Kalachnikov, la fille, qui fait écho à un moment, une scène qu'on voit dans la bande-annonce, où elle est enceinte, la mère de cette fille, et elle tire à la Kalachnikov. Complètement dans le déni, en fait. Elle veut pas d'une famille, elle veut être cette révolutionnaire. Et tu as l'impression que presque, jusqu'au bout, à tirer comme ça, elle fait un déni de grossesse. Indirectement, c'est un peu cette idée. Et qu'une fois que la fille est là, elle ne veut pas être mère de famille, elle veut garder son indépendance, cette liberté, et ça va la mener à sa perte. Et le film a cette dualité-là, parce que Paul Thomas Anderson, il pose le décor, la révolution face à ce système américain actuel, et qui est encore plus gangréné là, et qui glisse vers l'extrême droite, et qui y est déjà, de toute façon, regardez les dernières décisions et déclarations là, de l'autre, j'ai même plus envie de dire son nom, c'est parfait dans l'ancrage actuel géopolitique de ce pays. Donc le film, il est, mais alors...
tellement moderne et il va résonner longtemps. Et je pense que d'ailleurs, Monsieur Donald va détester ce film s'il tombe dessus. Bref, peu importe. Du coup, je me perds. Je savais que j'allais me perdre en faisant cette vidéo. Cette idée que... Bref, je sais plus ce que j'allais dire. Mais oui, l'héritage, elle est là, le déni. C'est-à-dire que, oui, on voit ce parallèle-là. La fille va-t-elle devenir la mère? Et en fait, on voit plus la mère dans le film, mais on voit la fille qui va peut-être devenir la mère. Ou son père. Mais quel père? Bonne question, parce que dès le début, tu comprends que si la mère elle a eu cette relation avec le colonel, c'est grillé que le père biologique de Willa, mais qui n'est pas Willa, c'est donc ce colonel. C'est une bâtarde, c'est violent. Cette scène de test ADN, là, je vais pas rentrer dans le détail, mais rien que dans la position, le décor, c'est une scène qui est un peu... Cette même tension très statique dans un décor trop grand que vous avez à la fin de There Will Be Blood, par exemple. C'est génial. C'est là, Paul Thomas Anderson, quand il développe son cinéma, il y a ça. Il y a un moment aussi dans l'antre du sensei où le personnage de Bob vient et tout. Ça déploie, on voit vers l'extérieur. C'est purement Paul Thomas Andersonien, ça. Il y a des scènes comme ça qui ramènent indirectement à ce qu'il a pu faire avant et dans sa mise en place, dans sa mise en position et tout. Et c'est là où il déploie aussi toutes les thématiques. Bref, désolé, hein, je pars dans tous les sens. Mais... cette fille, c'est la mère. Donc la mère n'est plus là. Il y a cette lettre à la fin où il y a la transmission et l'héritage qui se fait. Mais il se fait brutalement, hein, l'héritage. Il faut affronter donc les mensonges du père. Forcément, lui-même ne sait pas, qu'il n'est pas le père biologique. Mais il n'a pas dit la vérité sur la mère. Qu'elle serait morte en héroïne, mais pas du tout. Elle a été balance plutôt. Il y a cette idée donc que le colonel, là, il va essayer de... il veut s'assurer, mais il veut la tuer. Enfin, il n'ose même pas la tuer de ses mains. Enfin, lui, il est complètement paumé, on le sent. Enfin, il est tombé dans le mauvais camp. Mais alors, il force dans ses mauvais choix, dans ses mauvaises erreurs. Mais c'est un gars pathétique. Sa mort à la fin est d'une violence, d'ironie triste de l'histoire. Parce qu'il finit gazé et son corps cramé dans un four crématoire. Oui, j'ose le dire. C'est violent, c'est affreux, c'est horrible. C'est presque risqué même dans le propos. Mais c'est d'autant plus violent que voilà, il a voulu le coquifier. Il est devenu nazi, il s'est coquifié avec les néo-nazis, et il finit comme voilà, les victimes donc, de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration. Peut-être écho aussi, quelque part. Et peut-être indirectement aussi une victime du système, mais il est tombé du mauvais côté. Il y a beaucoup de choses là-dessus, mais ça, il faudra le revoir, parce que c'est un sujet un terrain glissant, fatalement. Hein. Voilà. Et donc, oui, tout ce qui va se passer, le père meurt, mais ne meurt pas, enfin le père biologique, pardon, hein, donc le colonel ne meurt pas, il revient d'entre les morts, alors qu'il devait être nettoyé par ce groupuscule d'élitistes néo-nazis, francs-maçons, Ku Klux Klan post-truc, là, le club des aventuriers de Noël, un truc qui n'a aucun sens. On sent que c'est des trucs secrets, mais pas secrets, c'est très en lien avec tout le système derrière. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est violent, mais qu'est-ce que c'est... C'est très fort. C'est très fort. D'ailleurs, les idées un peu de quasi-secte. Hein. Et ça aussi, c'est très Paul Thomas Anderson. Et de l'autre côté, vous avez les religieuses qui font pousser du cannabis, là, les trucs de la Sainte Fente, ou je sais pas quoi. Le nom est absolument improbable. Le mont Chupacabra, on n'y croit même pas. Enfin, t'as un peu l'impression qu'il y a presque de l'ironie du truc là-dessus. Mais là aussi, on voit des rebuts de révolutionnaires qui sont aussi réfugiés dans une forme de fausse secte de couverture. Ça aussi, hein, système américain, les moments, les groupuscules, les communautés qui s'enferment et qui créent des choses qui peuvent être déviantes aussi au niveau donc, voilà, de la possession et de la domination. Ça, c'est passionnant aussi. Donc, c'est du pur Paul Thomas Anderson. Et donc, ces moments, évidemment, très forts à la fin, où on voit toute l'ambiguïté et la force aussi de l'écriture sur le personnage de Bob Ferguson, qui ne s'appelle pas comme ça, c'est son nom d'emprunt. On ne saura jamais vraiment son nom. À un moment, on mentionne aussi quelque chose, est-ce que c'est son vrai nom? Bref, lui aussi, complètement paumé. Quelque part, le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est le miroir inversé de celui de Sean Penn. Et ça s'affronte, hein, violemment. Mais même s'ils ne seront jamais confrontation frontale, jamais. Jamais, en fait. Ils n'ont pas une scène en commun, si ce n'est à la fin, quand ils le trouvent dans la voiture. C'est très bizarre, ça. Et c'est très fort aussi. Et donc, ce personnage du père, là, qui est sorti de la Révolution pour être père de famille, mais qui a foiré aussi son rôle de père de famille, complètement paumé, hein, et qui fume et tout, et qui est limite... je vais dire maîtrisé, dominé par sa fille à l'image de la mère avant, et qui est complètement réac sur certains points, c'est-à-dire que la révolution a évolué quand il va essayer d'y remettre le pied dedans pour retrouver sa fille, parce qu'à un moment voilà, il y a la fille qui croit qu'elle est kidnappée, mais c'est un peu plus compliqué. Eh ben, il n'a plus les codes, mais littéralement parlant, stricto sensu du terme, il n'a plus les codes, il n'a pas le code à un moment, et c'est très drôle.
C'est très très drôle en fait. L'évolution aussi de la révolution et voir comment ces groupes-là de gauche ont évolué aux États-Unis ou pas. Enfin, il y a une idée que lui ne se reconnaît plus, mais il replonge dedans et finalement non. Et c'est symbolisé aussi par ce vieux téléphone portable qu'il a du mal à charger. Il a du mal avec les nouvelles technologies. Mais à la fin, l'héritage se fait totalement. C'est-à-dire que la fille va devenir la mère, oui, grâce à cette lettre très émouvante. Et le père va aussi prendre possession enfin du monde réel qu'il y a autour de lui avec ce téléphone. Et il va pouvoir un petit peu laisser passer la main. C'est magnifique, c'est brillant en fait tout ça. Tout ça c'est très fort. Bon, ces scènes évidemment, la scène de poursuite de voiture, un peu dans cette ligne droite en dénivelé bosselé là. Ah waouh 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 waouh, ça c'est du jamais vu aussi. C'est superbe, dans la tension, dans tout ça, avec ce nettoyeur envoyé par le groupuscule élitiste pour éliminer ce colonel qui va être, évidemment, qui voulait s'intégrer chez eux, mais en fait non, parce qu'il a une fille, entre guillemets, métisse, pas entre guillemets du coup, mais qui est surnommée bâtarde par eux, etc. Et il y a le personnage du natif américain qui est là pour se débarrasser de la fille, mais il ne veut pas, il va même la libérer, parce qu'il se rend compte que... Et le personnage du natif américain se comprend aussi, peut-être par héritage de ses ancêtres, mais attendez, mais qu'est-ce que je fais là? Je la libère. La liberté, mince alors, je ne suis pas américain, paraît-il, parce que, voilà, si, lui, il est très américain, mais il est considéré par les Américains de souche, qui ne sont pas du tout Américains de souche, comme quelqu'un qui n'est pas américain, alors qu'il était là avant eux de ses ancêtres. Mon Dieu, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a ce glissement vers une sorte de western moderne, un peu à la fin, hein, quand je parlais de tous les styles, c'est exceptionnel. Et, bon, je crois qu'il faudra revoir et reparler de ce film autrement, je ne sais pas comment, mais voilà, sur ces thématiques profondes. Je referme ma zone spoiler, j'ai pas envie de trop m'étendre, parce que c'est vrai que je suis de plus en plus pêle-mêle, mais bon, ça ne pouvait être que comme ça sur ce film. Donc, on n'est pas loin de la brillance ici quand même, et l'un des films coup de poing marquants de cette année 2025. J'ai dit un peu en off à quelques collègues là, en revenant du cinéma, qu'à côté Eddington, bon, je vais le revoir, Eddington, Ari Aster, il est très très parallèle hein, dans l'ambiance actuelle, le côté politique et tout. Bah, à côté, il pourrait presque faire pas le figure, mais j'attends de le revoir, et de revoir aussi ce Paul Thomas Anderson. C'est pas bien de comparer les films l'un à l'autre, parce que c'est deux visions aussi, deux approches différentes, deux thématiques qui sont cohérentes et communes quand même, avec des scènes qui se qui font écho, qu'on le veuille ou non. Mais voilà, grande force de cinéma ici, évidemment, je l'ai pas dit, mais je vais le dire là, Paul Thomas Anderson est accompagné, comme très souvent, de son comparse à la compo, Johnny Greenwood, qui nous habille tout ceci de façon mais, génialissime, avec des scènes de tension un peu jazzy ou autre, voilà, comme il sait faire. Et ces petits moments aussi qui rappellent la culture musicale des États-Unis. Je parlais donc The Revolution Will Not Be Televised, en code de Gil Scott Heron. Artiste, je connaissais plus son poème sur White is on the Moon, qui avait été repris dans First Man, de Damien Chazelle d'ailleurs, comme quoi. Et donc ces héritages-là de révolution, de combat contre le système, de cette Amérique capitalisto-élitiste qui a fait tant de mal à certaines communautés, à certaines personnes qu'elles ne jugent pas américaines de souche, alors que finalement les États-Unis, il n'y a rien de souche là-dedans. La seule souche, elle a été brûlée et déplacée d'un peu partout par la colonisation. Et ce film le rappelle un petit peu aussi, hein, quand même. Mais bon, voilà, film aussi sur la transmission, l'importance de la famille quand même, et de savoir ce qu'on va faire, et de cette idée d'avenir peut-être. Quel sera le futur derrière? Parce qu'il y a une ouverture là-dessus qui est très bien. Voilà, j'en dis pas plus, je ne vais pas revenir dans la zone spoiler, mais le film se termine de façon très, très... Ah, voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus, et pourtant c'est pas que joyeux, c'est un peu violent et brutal aussi. Bref, à vous la parole maintenant en commentaire, dites-moi là ce que vous avez pensé de ce One Battle After Another, une bataille après l'autre. Désolé hein, si j'étais encore plus déstructuré, décalé, un petit peu, voilà, j'ai un petit peu à l'image du personnage de Leonardo DiCaprio, la parano en moins, et le reste aussi quand même par moment, mais oui, hein, c'est un film hein, comme ça, ça décante, hein. Ça va décanter encore, mais j'attends justement vos retours en commentaire, faites-moi décanter ça, à l'écrit et tout, on pourra se répondre par écho, et aller plus loin peut-être aussi dans certaines analyses, et si j'ai oublié des choses, veuillez me pardonner, mais bon, fatalement, il y a plein de trucs que j'aurais pu dire, et que je n'ai pas dit là, parce que c'est un procès critique, tout simplement. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.